Commencer notre belle conférence. Nous sommes ravis ce soir d'être ensemble pour une conférence dont le thème est dialogue architecte, maître d'ouvrage, entreprise, industriel, autour de 3 bâtiments en béton coloré et lasuré, avec Charles-Henri Tachon. Je suis Claire Barbou, architecte de formation et organisatrice du Trophée Béton depuis sa création. Et au nom de toute l'équipe du Trophée Béton, je vous remercie d'être venus si nombreux à cette nouvelle conférence dialogue. Nous accueillons aujourd'hui Charles-Henri Tachon, architecte, pour 3 dialogues autour de 3 bâtiments en béton coloré. Une matière, 3 couleurs. Ce cycle de conférences dialogue fait intervenir tous les intervenants de la construction d'un bâtiment, le maître d'ouvrage, l'architecte, l'entreprise de chantier, les industriels qui fournissent le béton, le ciment et les produits spéciaux, ainsi que les compagnons. Ces conférences ont pour objectif de montrer le bon usage du béton, le rôle de la bonne formulation, le développement des circuits courts, le développement local qui réduit l'empreinte carbone, de valoriser le savoir-faire, le choix du béton pour ses performances techniques, mais aussi pour des raisons économiques et esthétiques. Avant de vous présenter nos intervenants, je vous rappelle très brièvement que ces conférences s'inscrivent dans le cadre des trophées béton, des récompenses d'architecture organisées par les associations Bétocib, Simbéton et la Fondation EFB, sous le patronage du ministère de la Culture, et en partenariat avec la revue AMC et l'association AAIIA. Trophée Béton prime les diplômes de fin d'études des étudiants en architecture. Nous avons un jury d'exception, nous lançons des conférences de leurs projets et ils sont publiés dans la revue AMC. Cette année, la 10e édition est ouverte depuis février et les inscriptions seront clôturées le 30 septembre 2021. Donc s'il y a des étudiants ce soir, je vous invite à vous inscrire, c'est un très très beau concours. Et il y a aussi le Trophée Béton Pro qui en est à sa 3e édition et qui sera lancé en octobre 2021. Ce Trophée Béton s'inscrit dans un cycle de conférences techniques et panoramiques de l'architecture en béton qui viennent ponctuer l'année. Donc ce soir, nous accueillons Charles-Henri Tachon, qui est architecte, diplômé de l'école d'architecture de Paris-Tolbiac en 1996, qui fonde son agence en 1999 à Paris et à Mercurey, dont il est originaire. Charles-Henri Tachon pense l'architecture comme une expérience influencée par un volume et une lumière. Il a été lauréat de nombreux prix. En 2003, lauréat des nouveaux albums des jeunes architectes, principalement pour son travail avant-gardiste sur le territoire rural. En 2010, il est nommé à l'équerre d'argent pour des logements sociaux en béton à Paris, avant de recevoir pour la même réalisation une mention spéciale de l'association AMO. Il intègre une dimension plastique à ses travaux. C'est d'abord l'expression de la structure qui constitue le fondement de sa démarche architecturale. Plusieurs fois récompensée, son agence compte aujourd'hui plus de 500 logements réalisés et en cours de réalisation pour des maîtrises d'ouvrage publiques et privées. Se trouve parmi eux la résidence Julia Barthé, que l'on verra ce soir, comprenant un centre de formation pour apprentis et un centre de distribution des Restos du Cœur, implanté Port-de-Vanves à Paris. Lauréate de l'équerre d'argent en 2019 et prix du Trophée Béton Pro la même année. L'agence travaille sur de nombreux projets et ce soir nous découvrirons plus en détail 3 projets, Trait d'Union, une résidence sociale pour jeunes actifs, un centre de formation et un centre de distribution des Restos du Cœur dans le 14e, avec la participation d'Alain Bibrac, CEMEX, Marie-Claire Forcada et Maxime Dupil, GCPAT, et Barnabé Weiser, Guard Industrie. Charles-Henri Tachon nous présentera également la caserne de Reuilly, construction de 22 logements sociaux et d'un local d'activité dans le 12e à Paris, avec Vicky Sertic, Lafarge Holcim, Marie-Claire Forcada, JCPAT, et Barnabé Weiser, Guard Industrie. Et le 3e projet, l'îlot Mercure à Nantes, 168 logements, des places de stationnement et de nombreux locaux d'activité. Nous aurons
avec Charles-Henri Tachon, Clément Rocheteau, qui représentera le maître d'ouvrage Giboire, Catherine Barbier-Azan, Simon Cassia, Ludovic Guinel, Léon Grosse, l'entreprise de la réalisation, Philippe Gosset, GCPAT et Barnabé Weiser, Guard Industrie. Ces bâtiments ont en commun la couleur du bleu ciel, du rouge carmin, de l'ocre. En coulant ces pigments directement dans le béton, Charles-Henri manipule avec perfection le béton coloré qui anime nos villes. Il n'a rien contre le gris quand on regarde l'ensemble de son architecture. Il aime aussi la matière brute du béton et il sait en montrer sa beauté aussi dans de nombreux projets. Lorsque Charles-Henri choisit la couleur, ce n'est pas pour être différent, mais c'est parce qu'elle s'impose au projet. Donc je propose maintenant à Charles-Henri de nous présenter le bâtiment Trait d'Union pendant une dizaine de minutes. Et après sa présentation, les différents acteurs aussi de ce projet pourront intervenir. Merci Claire. Bonjour à tous. Merci Claire aussi pour cette présentation où vous avez déjà dit beaucoup de choses. Je vais partager mon écran. Oui. La présentation. Voilà. Et ce que vous voyez, c'est bon. Hop. Pardon. Voilà. Le premier projet que je vais vous présenter s'appelle Trait d'Union ou la résidence Julia Barthet. C'est un projet qui est situé dans le 14e arrondissement de Paris, juste à la limite du boulevard périphérique. Vous voyez la situation dans ce petit carré rouge. Et sur les bords des voies SNCF qui viennent de la gare Montparnasse. Alors, c'est un programme mixte avec trois éléments de programme. Mais surtout, c'est un bâtiment qui se trouvait dans une situation urbaine assez hostile au milieu de ces infrastructures très fortes du boulevard périphérique, des voies SNCF, si on regarde le plan en général, un peu à l'écart de l'urbanisation dense de la ville de Paris. Et il me semblait que dans cette situation, le bâtiment avait un rôle clé à jouer dans cette relation que Paris peut avoir en direction de la Petite Couronne et qu'à son humble niveau, il pouvait participer à cette idée d'un Paris un peu plus grand qui s'ouvre et qui fasse la liaison entre Paris et les autres communes. Et pour ce faire, le bâtiment devait s'adresser de la même manière au nord vers Paris qu'au sud, en direction de Vanves et de Malakoff, ou à l'est et à l'ouest. Et donc il a cette forme un peu particulière, une sorte assez unitaire, avec des façades qui sont identiques sur toutes les orientations, mais avec des traitements malgré tout différents. Et dans cette position, le bâtiment, il me semblait que dans cet univers un peu hostile, apporter un peu de couleur pouvait permettre de faire basculer l'atmosphère générale de cette ambiance urbaine. Et comme il me semblait que ce bâtiment, on avait l'intuition qu'on voulait le construire en béton, à la fois pour que ce soit un bâtiment relativement résistant dans cette situation urbaine, mais aussi parce que, de manière générale, dans le travail de l'agence, comme ça a été évoqué, l'expression de la structure qui fabrique l'architecture est importante pour nous, et le béton, mais comme peut l'être aussi le bois, mais le béton nous permet d'exprimer facilement cette structure, de la rendre lisible, de permettre de comprendre le cheminement des efforts. Et dans ce cycle-là, utiliser du béton gris nous semblait être renforcer un peu peut-être l'austérité de cette situation et le jeu de la couleur, à la fois sur le béton et peut-être aussi après sur les autres éléments de second œuvre ou de menuiserie, pouvait faire basculer ce rapport à l'urbain. Donc il y avait un centre de distribution du cœur au rez-de-chaussée, une plateforme pédagogique au premier étage, et puis une résidence sociale pour des jeunes actifs, donc des chambres d'étudiants, on va dire, plus simplement, dans les étages supérieurs. Rapidement, quelques plans, mais surtout le plan d'étage courant qu'on voit ici, avec ce qu'on peut remarquer ici en bleu,
tous les éléments de structure. Aujourd'hui, on sait que voilà, il y a des sujets d'empreinte carbone très forts. Et voilà, le béton, voilà, il y a peut-être un nouveau rapport au béton qui s'inscrit dans la manière de réfléchir. Et dans ce bâtiment-là, il n'y a aucun élément qui ne soit pas structurel. Tous les éléments de béton servent à porter le bâtiment. Et vous pouvez voir ces espèces de voiles qui séparent les chambres n'étaient pas forcément prévues initialement. Il y avait simplement une structure poteau-dalle, mais pour des questions structurelles à un moment et de contreventement et de manière de porter des porte-à-faux, on a été obligé d'avoir ces voiles drapeaux. Et donc voilà, il n'y a pas un élément de béton qui ne porte pas dans ce bâtiment. Et, voilà, et du coup, on voit finalement il y a ce peu de matière qu'on distingue ici au moment du chantier. On voit que finalement le bâtiment est très évidé. Et bien qu'il y ait peu de matière, c'est elle qui fabrique l'expression du bâtiment. Et pour nous, c'est important. Et du coup, voilà, l'usage du béton était extrêmement fort dans l'expression de cette construction ici. Voilà, il y a eu quelques images de chantier avec voilà, la première toupie de béton teinté bleu. Je parlais de l'expression de la structure. À partir du moment où on choisissait de travailler avec de la couleur, ça ne pouvait pas être une couleur rapportée. Il fallait que ce soit la couleur elle-même qui porte le bâtiment, et donc c'est la couleur voilà, qui devait être à l'intérieur du béton. La masse même qui portait le bâtiment devait être colorée. Et, voilà, et cette masse arrive dans une première toupie pour le premier élément qui va être coulé et qui va être cet appui de baie en béton teinté bleu. Voilà, et puis après, voilà, c'est les éléments de prototype qui permettent de mettre au point les différents éléments de façade, notamment les menuiseries d'aluminium. Et puis voilà, toute la construction avant, jusqu'à un moment un peu clé du chantier qui était cet escalier un peu monumental qui permettait de desservir le centre de formation, la plateforme pédagogique. Et voilà, c'est un peu on pourrait dire le clou du spectacle de ce bâtiment, avec ces spatialités très fortes, comme une sorte de échancrure dans une matière pleine, avec à la fois la surface de l'escalier, le mur latéral, mais aussi la sous-face, totalement en béton bleu, et avec un travail assez fin avec l'entreprise pour réussir à retourner la matière sans avoir de joint. Et donc c'est un travail assez fin. Et voilà. Et ce qui était très très beau, c'était de voir ce rapport de cette matière colorée. On la voit là qui est coulée dans les éléments de coffrage de l'escalier et les compagnons qui manipulent cette matière. Et sur le chantier, voilà, et comme sur tous les autres chantiers de béton coloré, la couleur envahit tout le chantier. Les hommes se sont teintés de la couleur. Donc on avait des hommes bleus un peu partout. Voilà, et voilà, vous avez le résultat de cet escalier fini avec voilà, l'ensemble des éléments. Et une vue avec, pareil, une vue depuis le haut du perron, on voit la sous-face du béton. Et une vue à l'intérieur du bâtiment où aussi on retrouve le bleu à la fois au sol et à la fois au plafond. Et une inscription voilà, plus large dans le paysage où on voit comment la géométrie du bâtiment réagit avec la géométrie des bâtiments mitoyens qui sont voilà, dans cet environnement, avec une forme de mimétisme, de bâtiments un peu étirés et qui sont perpendiculaires au périphérique, mais quand même avec une manière de travailler, d'apporter peut-être un plus dans cette situation urbaine particulière. Voilà, et donc on peut voir sur cette photo comment on peut jouer avec cette espèce de grille structurelle de béton bleu et puis les éléments de verre qui viennent apporter une seconde lecture et un éclat différent. Peut-être voilà, ça va être cette grille assez, on va dire, rigoureuse. Et la vibration qui est apportée par notamment les pans de verre légèrement inclinés, les verres d'émalite pleins, enfin opaques on va dire, légèrement inclinés vers le haut, et les garde-corps à peine miroitants qui s'inclinent légèrement vers le bas. Et donc en fonction
de la course du soleil. Voilà, ces éléments scintillent et donnent une vibration particulière à la façade. Voilà une autre photo où on voit comment les efforts sont repris, notamment avec ces éléments de console qu'on voit sous la dalle, qui n'étaient pas initialement dessinés dans le projet, mais peut-être qu'un peu optimiste, on pensait que voilà, avec la dalle, on arriverait à reprendre une partie du porte-à-faux, mais c'était un peu peut-être naïf à l'époque. Et j'avoue qu'au moment de faire évoluer le dispositif, on était peut-être un peu contrarié sur le coup, et au final, je pense que c'est peut-être un des détails les plus beaux du bâtiment que de voir voilà, la transmission des efforts à travers une dalle et cette console pour reporter et déporter la transmission des efforts. Voilà une vue plus générale depuis le sud, où on distingue aussi voilà, le porte-à-faux à partir du deuxième étage de toute la résidence qui se distingue du socle. Et c'est une géométrie voilà, qui est une sorte de forme de losange et qui a cette richesse d'avoir des perceptions extrêmement différentes suivant les points de vue, ou bien ça peut apparaître comme une sorte de grande barre de longs navires amarrés le long des voies SNCF, ou ça peut apparaître comme sur cette photo, comme presque une tour très très fine qui fait moins de 4 mètres de largeur et qui s'étire sur 8 niveaux de hauteur, 9 niveaux de hauteur, pardon. Peut-être, pour terminer sur ce premier bâtiment, on peut avoir un petit échange avec les autres partenaires, mais avant ça, voilà, la question de la couleur dans ce site est vraiment une manière de travailler sur le rapport urbain et de savoir comment le bâtiment prenait position et comment il venait réagir avec ce site-là. Et pourtant, la couleur voilà, était un choix qui était voilà, un choix purement esthétique et plastique. Il n'y avait pas une teinte plus appropriée qu'une autre dans ce site, si ce n'est qu'on pensait que enfin, le choix du bleu correspondait à une teinte finalement assez douce. C'est pour ça que c'est un bleu qui est plutôt clair. Et donc, on a dû faire plusieurs essais pour trouver la bonne intensité. Et pour ça, on a travaillé sur à la fois des bases de ciment blanc avec une certaine quantité de pigments, ou des bases de ciment gris avec une certaine quantité de pigments, et ça ne réagissait pas de la même manière. Et on s'est aperçu que voilà, évidemment, le ciment gris éteignait un peu la teinte et la base de ciment blanc était plus lumineuse. Et c'est le choix qui a été porté. Peut-être voilà, Alain Bibrac de Cemex pourra nous parler de ça et de la manière dont on a fabriqué ce béton au quotidien. Merci beaucoup, Charles-Henri. Donc effectivement, nous avons autour de vous 3 personnes qui peuvent intervenir sur les questions plus techniques sur ce bâtiment. Donc Alain Bibrac, qui est chargé de promotion et de prescription chez Cemex, qui est un des leaders en France de l'industrie du béton prêt à l'emploi. Marie-Claire Forcada, GCPAT, qui est prescripteur, et Maxime Dupil, commercial industriel, qui fournissent des solutions décoratives et durables pour valoriser les bétons. Et Barnabé Weiser, qui est président de Guard Industrie, société spécialisée dans la fabrication de traitements anti-graffiti, de l'azur béton, mais aussi de nettoyants et des décapants béton. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions, même dans le chat, nous pourrons vous répondre même ultérieurement ou leur donner des contacts des intervenants. Je vous laisse discuter avec Charles-Henri. Oui, merci beaucoup et merci de laisser les bétons apparents dans une période où on a tendance à les cacher, de les colorer pour les rendre plus vivants. Ça, c'est déjà un pas. Quant à la fabrication, c'est beaucoup une collaboration entre l'entreprise, l'architecte et nous. Les choses qui sont importantes, c'est pouvoir assurer la répétabilité des productions. Donc, pour ça, on va travailler sur les éléments, sur la couleur du béton, les colorants, bien sûr, mais aussi les éléments les plus fins, pour être sûr que du début à la fin du chantier, vous aurez les mêmes couleurs. Il y a aussi à prendre en compte les contraintes de l'entreprise, c'est-à-dire que quand on va envoyer un béton, il va falloir qu'on travaille sur l'ouvrabilité du béton pour que pendant le temps que la toupie va rester sur place, le béton puisse être utilisé dans les meilleures conditions. Donc, ce sont ces choses-là qu'on va voir.
Et après, il y a la contrainte sur les exploitants chez nous, parce que comme c'est un béton qui est quand même assez clair, on ne peut pas se permettre d'avoir, quand on le fabrique, des éléments qui vont venir le teinter et le foncer. Ça veut dire que l'entreprise a accepté de recevoir les toupies entre 12 heures et 14 heures. Ça correspond à une période un peu plus calme sur nos unités de production parce qu'il fallait nettoyer les toupies au moins 30 minutes chacune pour être sûr qu'il n'y aurait pas d'interférence avec les couleurs d'autres bétons précédemment livrés. Donc ça, c'était la contrainte principale. Et ensuite, la qualité de l'entreprise a été aussi de bien nettoyer les banches, de bien nettoyer les voiles après avoir décoffré pour que les coulures des coulages suivants ne viennent pas entamer les bétons déjà mis en œuvre. Et après, simplement le travail courant de l'entreprise et les rapports entreprise-architecte qui ont l'air de s'être bien passés sur cette opération. Ouais. Oui, peut-être un petit mot, parce que je ne l'ai pas évoqué dans la présentation. C'est donc un projet dont la maîtrise d'ouvrage est la régie immobilière de la ville de Paris. Les travaux ont été réalisés par une entreprise générale qui s'appelle AMT, qui est située en région parisienne à Vissou. Et je pense que voilà, le résultat nous a tous satisfaits parce qu'il y a eu un travail très de proximité, d'échange et de complémentarité. Je pense que tout le monde a compris les objectifs de chacun et tout le monde a œuvré pour aller dans la même direction. Et à l'agence, le projet a été mené par une chef de projet qui s'appelle Claire Fuchs et qui a été extrêmement investie et qui a su fédérer les énergies de chacun, que ce soit l'entreprise, mais aussi d'avoir un échange avec les sous-traitants. Par exemple, avec Cemex, c'est vrai que quand il y a eu de la fabrication, on a été visiter les centrales, on a eu beaucoup d'échanges avec vos services de mise au point. Sur la partie de la protection du béton, du nettoyage et de la protection du béton, il y a eu énormément d'échanges, d'essais qui ont été faits. Et notamment, je ne sais pas si on peut en dire un mot après, mais il y a un petit travail. Le béton est une matière qui n'est pas, elle n'est pas vivante, mais en tout cas, elle évolue en fonction de sa mise en œuvre, en fonction Travail de des mise en conditions. Voilà, en fonction des conditions de coulage, de la température, de l'hygrométrie. Et on ne peut pas imaginer avoir une finition uniforme. Nous, on l'accepte totalement. On pense que c'est aussi ce qui fait la beauté de cette matière. Ça crée cette vibration. Et même la question du bullage donne de la force à cette matière. Ça n'est pas une matière industrialisée et neutre. Au contraire, c'est une matière où on sent la mise en œuvre très forte, où on voit le travail des compagnons, la qualité du travail des compagnons. C'est très dur pour eux parce que le béton brut, qu'il soit coloré ou non, il y a une forte exigence sur la qualité de préparation avant le coulage, la préparation des banches, notamment la question de l'étanchéité, peut-être on en parlera plus tard dans l'exposé. Et donc voilà, le travail de l'entreprise AMT ici a été extrêmement fin et méticuleux, et je pense que c'est ce qui a permis d'avoir ce résultat convaincant. C'est très important. Un point sur lequel j'insiste, et c'est ce dont vous venez de parler, c'est la fermeture des banches. Avoir des banches complètement étanches pour éviter de se retrouver avec des nids de cailloux complètement problématique sur les chantiers et très difficile à traiter a posteriori. Donc tout ce qui est bien fait avant, d'où le dialogue entre le fournisseur, l'entreprise et l'architecte pour être sûr que tous les intervenants sont au fait de la technique et des problèmes à rencontrer. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ok. Est-ce que Barnabé voulait dire un mot peut-être sur la question du traitement du béton? Bonjour à tous. Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci beaucoup Charles-Henri. Magnifique projet. J'aimerais préciser que le nombre de cabinets d'architectes qui m'ont dit, oh là là, vous connaissez ce projet-là, ces bétons sont magnifiques et tout. Donc, je pense que ça a quand même créé beaucoup d'émules, le fait de laisser un béton qui a des contrastes, mais qui est très naturel. Donc, nous, c'est le cahier des charges qu'on a eu. On est fabricant de l'Azur. On a fourni du Protect Color
anti-graffiti là-dessus, mais le cahier des charges, c'était une lasure, mais pas du tout couvrante, pas du tout opacifiante, qui soit vraiment du ton sur ton, avec une très très faible opacité, de manière à laisser du béton teinté dans la masse. Donc c'est ce qu'on a fait, agréé, avec pas mal d'essais effectivement, avec l'entreprise AMT avec laquelle on avait déjà collaboré. Et ça s'est très très bien passé. On est ravis d'avoir participé à ce projet. Donc maintenant, la façade est protégée contre les graffitis, contre l'eau, contre les salissures. Et la teinte est aussi préservée et fixée durablement dans le temps. Donc pour nous, c'était un vrai plaisir de participer à ce projet. Et j'ai l'impression que c'est un projet qui vraiment crée des précédents. Crée un précédent et voilà, et quelque part générateur de mode. Donc bravo à vous, Charles-Henri. Peut-être un petit mot aussi, les bâtiments en béton ne sont pas forcément protégés. Sur un bâtiment précédent dans le 18e arrondissement qui est en béton gris, voilà, il n'y avait pas de lasure de protection, de produits de protection. Ici, dans le 14e, on était dans un milieu quand même très agressif, sur les bords du périphérique, des voies SNCF avec énormément de poussière, de pollution. Et il me semblait important voilà, que le béton puisse résister et que le fait notamment d'avoir choisi une teinte, il y avait aussi la question des UV et que forcément la teinte elle pouvait évoluer dans le temps. Et donc le principe de la protection était aussi à la fois de protéger de la population, mais aussi de la pollution, pardon, mais aussi des ultraviolets et après toutes les questions de coulure, de salissure, voilà, s'accrochent beaucoup moins quand le bâtiment est traité. Oui, bah voilà, on propose une solution qui est garantie 10 ans par AXA, donc avec de la durabilité, quelque chose qui protège. Et puis en plus, les lasures ont une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, donc en plus, ça s'inscrit dans une démarche d'écologie pour un bâtiment. Et c'est vrai que le béton, pourquoi faut le protéger quand c'est un joli chantier comme celui-là, bah, de façon à ce que voilà, la marque de la maîtrise d'œuvre soit préservée dans le temps. Et c'est vrai que de temps en temps, en environnement urbain, il peut y avoir des traces de pollution, il peut y avoir du vandalisme. Et donc, voilà, c'est important de préserver l'image de marque, le souhait de l'architecte, et que ça reste comme ça le plus longtemps possible. Merci beaucoup. Nous allons passer au deuxième projet avant peut-être quelques questions de tous les participants. Nous sommes nombreux ce soir. J'ai une question sur la performance énergétique de ce bâtiment. Charles-Henri, est-ce que tu peux nous dire quelque chose dessus? Alors, je n'ai pas repris mes documents précisément. C'est un bâtiment qui est conforme au plan climat de Paris, avec une petite tolérance, puisque on était le long de voies SNCF et qu'on considère que le bâtiment, on ne peut pas forcément ouvrir les fenêtres. Et donc, il y a un petit surcoût d'énergie acceptable pour un éventuel traitement de l'air. Donc, je crois qu'on a 61 ou 62 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Alors après, vous remettre ça exactement dans des labels, je ne pourrais pas vous le faire à l'instant. Merci beaucoup. Ça pourrait être un bon niveau Une autre question, l'impact de cette couleur sur le vieillissement et l'aspect du béton. L'impact de ce traitement. De la protection? Oui, la protection et la couleur aussi. Comment cela évolue? Alors, donc on a recherché vraiment à ce que la couleur soit, enfin que la protection soit la plus invisible possible. Et du coup, les produits ont vraiment progressé les 10 dernières années. Là, maintenant, on a vraiment des produits qui sont extrêmement mat. Et je pense qu'on peut faire le test avec quelqu'un qui n'est pas au courant. S'il n'a pas vu que ça a été protégé, il ne peut pas se douter que le béton est protégé. Ce que on avait fait, en particulier sur ce bâtiment, c'est que pour rattraper quand même quelques écarts de couleur, on avait apporté 5% de teinte bleue dans la lasure. Ça se voit quasiment pas. Ça permettait vraiment d'absorber quelques nuances un peu trop contrastées. Et voilà, d'avoir une sorte de manière d'unifier. Mais l'objet, c'était vraiment de laisser la lecture du béton comme un matériau le plus brut possible. Merci beaucoup. Et il y a beaucoup de questions, donc je pense qu'on pourra y répondre aussi en donnant les coordonnées
en créant des échanges entre vous. Est-ce que le choix de la teinte est lié à la géométrie ou au quartier? Pas directement. Non, c'est le choix de cette teinte, c'est que le bleu est une couleur plutôt relativement consensuelle. On cherchait ce que le bâtiment ait une certaine présence dans le site, mais il ne devait pas apparaître comme un ovni dans cet environnement. Et donc, voilà, le bleu, pour nous, avait cet équilibre d'être à la fois présent et à la fois, finalement, d'être relativement doux. Voilà, il y a ce rapport au ciel, finalement, avec une forme de mimétisme. C'est un bleu assez doux. Et puis, je sais pas, il y a toujours cette petite anecdote de dire qu'on avait des trains qui allaient en direction de l'Atlantique juste à côté. Alors voilà, peut-être c'est ce qui nous a inspiré pour cette teinte à un moment. Merci beaucoup à tous pour ce premier beau projet. Donc maintenant, nous allons parler de la caserne de Reuilly, la construction de 22 logements sociaux et d'un local d'activité dans le 12e. Donc le maître d'ouvrage, c'est Paris Habitat, l'entreprise de réalisation urbaine de travaux qui ne sont pas là ce soir. Et nous aurons comme intervenant après Charles-Henri, Vicky Sertic, l'affaire Jolsim, qui est en charge du développement et de la prescription des bétons spéciaux. Et puis, nous aurons également Barnabé Weiser qui était là tout à l'heure et Marie-Claire Forcada, GCP-AT, que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc Charles-Henri, vous avez la parole pour ce bâtiment. Merci. Alors, le projet de la caserne de Reuilly, c'est un projet qui concerne 22 logements collectifs et un local d'activité. On est dans le 12e arrondissement et c'était une opération qui prenait place dans une opération plus globale de la restructuration et reconversion de la caserne de Reuilly. Et là, vous avez une axonométrie qui représente l'ensemble du projet avec les 3 grands bâtiments patrimoniaux de la caserne et puis une série de bâtiments, de nouveaux bâtiments qui viennent compléter le dispositif que vous voyez, voilà, un peu dans toutes les situations urbaines latérales. Et nous avions voilà, ce lot-là qui était le plus petit lot de la caserne, qui faisait donc voilà, que 22 logements, mais qui prenait une position assez particulière parce que entre le bâtiment blanc que vous voyez ici et le bâtiment rouge, donc, il y avait un passage qui menait au parc, au nouveau parc, au remplacement de la place d'armes de la caserne. Et il nous semblait intéressant que dans cet espace de la rue, on puisse, qu'il y ait un élément à un moment qui nous fasse comprendre que le site avait évolué, parce que c'est un site qui avait toujours été fermé au public, c'était voilà, uniquement utilisé dans un premier temps par l'armée, puis initialement c'était des miroiteries royales, donc ça n'a jamais été ouvert au public. Donc c'est la première fois que un Parisien pouvait entrer à l'intérieur librement. Et donc ce passage, ce nouveau passage, il me semblait que le bâtiment devait jouer ce rôle de porte, de seuil vers un nouvel univers qui était parisien. Et donc dans une rue qui n'était pas une rue traditionnelle parisienne, c'était pas une rue haussmannienne, c'était pas une rue de type faubourien comme Faubourg Saint-Antoine juste à côté, c'est une rue voilà, des constructions assez atypiques. Le bâtiment pouvait voilà, occuper une certaine présence pour marquer cette porte d'entrée dans le nouveau site. Et donc, on a proposé de travailler à nouveau avec du béton teinté. Et là, cette fois-ci, il est rouge. Et je pense que la photo est assez explicite du choix de la couleur. Si le bâtiment bleu, voilà, c'était un choix, on va dire, relativement qui nous revenait en tant qu'architecte. Ici, le rouge vient en écho à d'autres bâtiments de la rue en briques, comme le bâtiment que vous avez sur votre gauche, qui sont des laboratoires de l'hôpital Saint-Antoine. Et à nouveau, la géométrie du bâtiment, avec une structure relativement affirmée, venait en écho aux autres bâtiments de la rue, qui sont plutôt des bâtiments d'après-guerre, où on pouvait retrouver une expression structurelle assez marquée, une expression de trame assez forte. Donc c'est un bâtiment qui a une forme carrée, avec 4 façades, ce qui est assez inhabituel dans Paris. Et on s'était dit qu'il fallait profiter de cette situation atypique pour réussir à proposer des plans
qui tire parti de ces qualités. Et donc, on a essayé de travailler sur un plan qui déclinait le carré avec des séries de cases qui formeraient des pièces de taille équivalente. On n'a pas tout à fait réussi à mettre au point ce plan-là, mais on a mis au point un plan en croix que vous voyez notamment dans ce plan de T4, avec un dispositif à la fois qui est très traversant, parce que là c'est un logement qui a 3 orientations. On est à l'ouest avec la loggia, nord sur le long pan, et à l'est avec ce petit oriel. Et il y avait surtout ce principe d'avoir un plan à double circulation, une circulation centrale et une circulation le long de la façade. Et donc de ce plan carré, voilà, et après il y a tout un dispositif pour maximiser les vues. Déjà dès la porte d'entrée, on voit dehors, et puis après il y a des grandes transparences intérieures. Et donc, dès le début de ce travail sur le plan, c'était un plan carré, on essayait de retrouver une trame qui déclinait ce carré. Et donc, la structure a été issue de cette partition du carré. Et on a trouvé un système de poteaux-dalles et de remplissage entre ces éléments de poteaux. Ici, vous avez une photo des échantillons, donc peut-être on pourra parler un peu plus tard avec Marie-Claude Forcada. Voilà, et donc on a fait plusieurs tests pour la teinte du béton. Toujours, c'est un béton qui est teinté dans la masse, pour les mêmes raisons. Voilà, c'est le fait que c'est la matière qui porte, et donc s'il y a de la couleur, alors c'est la couleur qui porte elle aussi. Et donc, ce que je n'ai pas évoqué tout à l'heure dans le béton bleu, c'est qu'on est parti sur une base de ciment blanc dans le béton bleu, mais c'est assez onéreux. Et il se trouvait que le pigment bleu, qui est issu du cobalt, est aussi un pigment extrêmement onéreux. Donc au final, ça faisait un complexe de béton qui coûtait relativement cher. Heureusement, en quantité, comme vous avez pu le voir, comme j'ai expliqué, voilà, c'était contenu. Dans ce bâtiment de la caserne d'Ory, il y avait plus de matière. Et il n'y avait pas plus d'argent au mètre carré. Et donc, quand on a fait les différents tests de teinte, on s'est aperçu qu'en travaillant sur une base de ciment gris, mais en augmentant la quantité de pigment, on obtenait une teinte relativement intense, ce qu'on cherchait. On voulait que ce soit un rouge relativement puissant, qui réponde au rouge des briques des bâtiments de la rue. Et on arrivait à l'obtenir avec une base de ciment gris, mais avec une charge de pigment relativement importante. Mais heureusement, ici, le pigment était moins onéreux, par exemple, que le pigment bleu. Peut-être on pourra en parler aussi de ce coût des pigments. Et donc, on trouvait un juste équilibre. Nous voici sur le chantier. Là, on est plutôt à l'arrière du bâtiment, sur des façades qui sont un peu plus pleines. Sur la photo de gauche, et à droite, on est la façade sur rue, où on a ce jeu de loggia qui sont exposés à l'ouest. Voilà, on voit les étages qui montent petit à petit. Et puis, le dispositif structurel, donc on a un système poteau-dalle. On avait ces poteaux qui avaient une forme de T, comme vous pouvez le voir sur la photo centrale, donc qui étaient coulés avec des coffrages spécifiques en premier temps. Et ensuite, en second temps, il y avait les éléments de remplissage qu'on voit à droite ici, qui étaient pincés entre les ailes du T de chacun des poteaux. Et donc, on voit sur la photo de gauche, on vient de décoffrer l'élément de remplissage, et on voit le contraste de couleur qui est dû simplement au fait que le béton du poteau a déjà séché, alors que le béton du voile vient d'être décoffré, il est encore tout frais. Voilà, et donc on a la façade, une fois que tous les éléments ont séché, poteau et remplissage ont la même teinte, mais persiste la lecture, là on ne voit pas forcément sur la photo, mais d'un joint creux qui distingue les deux éléments, l'élément de poteau et l'élément de remplissage. Et à l'origine, l'entreprise urbaine de travaux, on avait ouvert dans la consultation des entreprises le fait d'avoir des éléments préfabriqués entre les poteaux. On souhaitait absolument que les dalles soient coulées en place pour avoir une continuité totale de la dalle. On ne voulait pas qu'il y ait de joints entre éléments préfabriqués au niveau des dalles.
on acceptait potentiellement d'avoir éventuellement les poteaux, mais surtout les éléments de remplissage comme des éléments préfabriqués. Et finalement, l'entreprise urbaine de travaux, qui avait un compagnon voilà, extrêmement, un maître compagnon voilà, qui maîtrisait bien le béton, a préféré voilà, couler tout en place, mais en gardant toujours quand même ce dispositif d'un coulage en 2 temps entre poteaux et éléments de remplissage. Là, on voit les éléments un peu particuliers de ces espèces de bow window ou oriel sur la façade nord, qui étaient issus assez bêtement de règlements d'urbanisme. On pouvait, pour des questions de prospect et de vue, on ne pouvait pas faire face au bâtiment exactement en face de nous. Donc il fallait réorienter les vues, et c'est ce qui a donné naissance à cette géométrie un peu particulière. Ici, vous avez voilà, tout ce travail de coffrage. Et là, c'est le coffrage de sous-face de dalles autour des poteaux. Et voilà, on voit la précision des éléments de coffrage qui viennent vraiment épouser les formes des éléments qui sont déjà coulés. Et on voit par exemple les réservations entre les éléments des panneaux de bois de contreplaqué bakélisé qui vont servir à couler les lambrequins qu'on retrouve ici sur la photo de droite. Voilà, et donc là on est à l'intérieur d'un logement, et ce qu'on distingue un petit peu mais pas forcément, c'est que voilà, les éléments de façade sont coulés en béton rouge, mais à l'intérieur du bâtiment, le reste des éléments structurels à l'intérieur du bâtiment sont en béton gris pour des questions d'économie. Voilà, et donc une fois fini, vous avez une vue d'un des logements que je vous ai présenté en plan. Là, on est dans la loggia et on regarde à l'intérieur du logement et on voit cette grande transparence. Et voilà, champ contre champ, on a la vue dans l'autre sens. On regarde en direction de la loggia, qui est vraiment conçue comme une sorte de pièce extérieure, qui ici, voilà, avec un store qui permet de se protéger du soleil l'été, de refermer un petit salon d'été comme une pièce en plus. Voilà, et quelques détails du projet fini. Avec, voilà, on voit ce store extérieur, ce jeu avec les garde-corps. Et puis, contrairement au bâtiment bleu, ici, il y a un travail de monnaie nature qui est beaucoup plus marqué avec les saillies des nez de dalles, qui d'ailleurs parfois ont des géométries un petit peu biaises et qui apportent un jeu d'ombre et de contraste sur cette façade. Et on voit comment les éléments de serrurerie viennent aussi jouer avec la structure. On voit notamment voilà, les listes des garde-corps qui se prolongent devant les murs et qui viennent de poteau à poteau. Voilà une vue depuis le bas en direction des étages. On voit ce jeu des dalles qui se plissent légèrement plus on progresse dans les étages. Et on peut constater, voilà, le béton n'est pas une chose uniforme. Les sous-faces, le béton, quand il est, enfin les sous-faces coffrées en béton, voilà, c'est jamais très régulier. On le voit ici, mais à la fin, tout ça prend une sorte de, il y a un effet de masse qui se crée, et ce qui, par moment, pendant le chantier, semble être un défaut, finalement, devient plutôt une nuance et voilà, une forme de matière qui n'est pas uniforme, qui devient intéressante au final. Voilà, on voit, on sent cet effet de masse où finalement les différentes nuances se rejoignent. Voilà, et on voit le bâtiment fini dans son environnement. Et voilà, je mets beaucoup ces photos qui mettent en relation le bâtiment avec les autres bâtiments, notamment ceux de la caserne. On voit ces bâtiments très puissants, avec ces chaînages de pierre. Et il nous semblait que le bâtiment, ce petit bâtiment de seulement 22 logements, ne pouvait pas être une petite chose fragile pour exister quand même un petit peu en face de ces bâtiments très forts. Et donc l'utilisation du béton nous permettait de lui donner une certaine assise, une certaine force, et ce rapport, cette expression de la structure venait compléter la présence de la matière. Voilà, à nouveau ce rapport avec les autres bâtiments. Et on voit aussi l'écho entre les cordons de pierre des étages du bâtiment de la caserne et les nez de dalle de notre bâtiment.
Et donc, on a toujours cette espèce de travail, à la fois d'avoir une expression, un travail plastique qui correspond à chacune de nos productions, mais qui est toujours en relation avec un contexte. C'est jamais gratuit. La teinte répond aux autres bâtiments de briques. Ces nez de dalles, ces géométries, ces expressions de la structure répondent ou aux bâtiments de la rue ou aux bâtiments de la caserne. Voilà, et on voit ces petites exceptions des oriels à l'arrière pour réorienter les vues. Voilà, pour la caserne de Reuilly. Merci beaucoup, Charles-Henri. Donc, nous avons avec nous, comme nous le disions tout à l'heure, Marie-Claire Forcada qui est là, qui est intervenue sur ce chantier, Vicky Sertic qui représente Lafarge-Holcim. Donc, si vous voulez parler des bétons et puis des teintes. Un petit bout avant. Oui. Le travail, donc, c'est l'entreprise urbaine de travaux. Oui. À l'agence, c'est un architecte qui s'appelle Julien Collomb, qui a aussi suivi ce projet de très près au quotidien, qui a eu beaucoup d'échanges, et avec l'entreprise, mais aussi avec les différents partenaires des entreprises, enfin de l'entreprise générale urbaine de travaux. Et notamment, je pense peut-être Marie-Claude Forcada, si vous pouvez faire part du travail qui était mené, et puis de tout ce travail sur la pigmentation et sur les essais. Je pense que c'est intéressant de... Merci Charles-Henri, et puis bravo pour ce projet, parce que c'est aussi un très très beau projet. Ouais, effectivement, on avait travaillé très en amont avec vous et Julien Collomb sur, sur la recherche de teintes. Donc ça, c'est un travail un peu long, parce qu'il faut faire beaucoup d'échantillons, beaucoup, avant de trouver vraiment la bonne teinte. Une fois qu'on a trouvé, qu'on pense avoir trouvé, ensuite, on va faire un prototype, on va se rapprocher du BPE, et puis on va faire le prototype et on va commencer. Mais tout ça, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Je voulais dire aussi, pour rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Alain Bibrac, c'est vrai que la clé de la réussite, c'est vraiment tous les intervenants, c'est aussi des banches en bon état avec un bon décoffrant de qualité. Des banches nettoyées tous les jours, des banches étanches. C'est ça qui fait aussi le résultat de vos beaux projets aujourd'hui. C'est qu'il y a eu vraiment la synergie avec tous les intervenants. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Là, je peux passer la parole à Vicky sur le béton. Alors, juste aussi quelque chose d'important par rapport au pigment. Lorsqu'on trouve vraiment l'architecte, en tout cas, valide la teinte, il faut savoir que nous qui sommes fabricants de pigments, on va travailler on va faire un prédosage des pigments afin de pouvoir livrer la centrale à béton, et pour faciliter évidemment la fabrication, on ne va pas livrer des sacs de 50 kg. Les sacs sont dosés, alors 1 kg, 2 kg, 3 kg par mètre cube, voilà, en fonction de la teinte choisie. Et ça, c'est pour éviter, pour avoir une homogénéité par rapport à tous les bétons, tous les camions qui vont arriver sur ce chantier. Donc ça, c'est extrêmement important. Vicky, je te laisse la parole pour le béton. Merci Marie-Claire. Donc Vicky Sertic, Lafarge Béton. Alors, ce que je peux préciser, merci Charles-Henri, le béton qui a été utilisé pour l'opération de la caserne de Reuilly, c'est un béton autoplaçant à gilet architectural. Alors la gilet architectural, c'est un béton qui est spécialement conçu pour rester brut ou teinté dans la masse, mais en fait avoir un parement brut de décoffrage. Donc, il obéit à un certain nombre de règles, à savoir que pour que le béton soit mis en place, comme disait précédemment Marie-Claire, c'est que la qualité des coffrages aussi est très, très importante, et il faut saluer le travail qui a été fait par Urbaine de Travaux à ce niveau-là. Systématiquement, pour tous les projets, donc on a gilet architectural, nous proposons un protocole à l'entreprise, donc entre l'industriel que nous sommes et l'entreprise, donc qui détermine un petit peu ce que chacun doit faire pour que le parement qui est prescrit par la maîtrise d'œuvre et l'architecte soit à la hauteur de ce qui est souhaité.
Et donc, en termes de méthode de coulage, de cadence de livraison, de contrôle, aussi bien pour l'entreprise que pour nous, industriels en centrale. Et donc, ça a été fait dans cette opération également, et ce qui permet d'avoir effectivement ce rendu. Je précise, comme vous le disiez tout à l'heure, Charles-Henri, au début de votre présentation, effectivement, ce qui a été fait, c'est de prendre une base de ciment gris et pas de ciment blanc, et donc de chercher la bonne teinte avec les échantillons qui vous ont été proposés et a priori qui conviennent parfaitement. Merci beaucoup. Alors, Barnabé Weiser était aussi intervenant sur ce chantier. Je ne l'ai pas représenté parce que je l'avais présenté tout à l'heure pour les protections, je pense. Oui, on a fourni des produits anti-graffiti incolores, invisibles sur ce chantier de via urbaine de travaux et des applicateurs. Très bien. Voilà. Alors, je vais donc vous poser lire au moins quelques questions. J'en ai une. Comment gérez-vous la reprise de béton et la teinte en cas d'incorporation non satisfaisante dans le béton teinté? Alors, forcément, il y a toujours des petits problèmes. Et là, c'est un travail assez artisanal où il faut trouver une manière de faire une sorte de mortier qui va être teinté de la même manière que le béton. Et en l'occurrence, une des astuces qu'utilisent les maçons ici, c'est de récupérer la laitance du béton pour venir combler les petits épaufrures ou parfois il peut y avoir une incorporation malheureuse, donc ça arrive. Donc, ou bien on arrive à faire un mortier qu'on teinte et on arrive à être assez proche, ou bien on réutilise une partie de la laitance. Ça se voit, il n'y a pas de secret, ça se voit. Mais au final, on arrive à rendre ça acceptable. Mais avant tout, il faut éviter ces accidents. Mais de fait, ça arrive forcément. Ça arrivait sur le bâtiment bleu, ça arrivait sur le bâtiment rouge. C'est très délicat. Juste j'aimerais profiter pour rebondir un tout petit instant sur le fait on a précisé que c'est un béton autoplaçant et c'est d'autant plus délicat pour la question du coffrage, c'est que le moindre interstice, comme le béton est extrêmement fluide, et il s'échappe et donc la laitance s'échappe et donc ça pose des vrais problèmes donc de nids de gravier qui apparaissent si la laitance s'en va. Et donc, c'est un grand soin de l'entreprise qui doit utiliser des protocoles d'étanchéité assez étudiés. Parfois, il y a eu un gros travail de mise au point là-dessus avec des dispositifs de compris-bande en pied de banche pour assurer l'étanchéité avec du joint mastic. On en parlera peut-être en troisième partie. C'est la clé de la réussite du béton brut, c'est vraiment l'étanchéité. C'est pour ça qu'effectivement, il y a des réunions, une réunion et un protocole qui est fait avec l'entreprise générale au moment de démarrage des travaux, où chacun a une certaine, par exemple au niveau des coffrages, donc des coffrages plutôt métalliques, neufs, avec des pots destinés donc à l'exécution des parements architectoniques, un assemblage un petit peu particulier, des vérifications, etc. Et tout ça, c'est justement précisé dans ces protocole qu'on voit avec l'entreprise et les effets qu'on fait avec elle, bien sûr, et l'assistance qu'on apporte. Merci beaucoup. Alors, j'ai encore beaucoup de questions. On peut peut-être en garder une, et puis après, on passera au projet de Nantes. Est-ce que les paramètres de coloration sont conservés pour les futures interventions de maintenance? Alors, en tant qu'industriel, je peux peut-être répondre. Quand on fabrique des échantillons, comme c'est le cas, donc il y a des références sur ces échantillons-là et qui sont systématiquement, la formule est systématiquement conservée. Oui, peut-être. Merci. En complément, il y a des formulations donc, qui sont étudiées. Tout à l'heure, Marie-Claude Forcada disait qu'on procède à beaucoup de tests en amont, mais un test, on va dire, en laboratoire n'est pas ce qui sort de la centrale. Et donc, une fois qu'on a trouvé la formulation qui nous convient, on doit la faire réaliser par la centrale qui va vraiment produire l'ensemble du béton.
Et donc souvent, il y a un petit peu de réajustement et ça nous donne la formulation finale. Par exemple, pour le bâtiment de la porte de Vanves, le bâtiment bleu, il y avait différentes qualités de béton d'un point de vue de résistance. Et finalement, l'entreprise, pour éviter de recalculer un risque de modification de la teinte par rapport à la résistance du béton, de ses capacités portantes, qui sont des formulations toujours différentes, eh bien, ils ont préféré faire un béton qui était plus fort, avec une plus grande résistance pour l'ensemble du bâtiment, pour avoir une composition uniforme, plutôt que d'avoir un béton qui corresponde exactement à la reprise nécessaire, qui aurait pu accepter un béton un peu moins dosé, un peu moins résistant. Donc voilà, une sorte d'uniformité de la formulation est importante pour la teinte. Merci beaucoup à tous. Alors je vous rappelle que notre conférence donc, est filmée, que vous pourrez aussi m'écrire pour me poser des questions et que je vous mette en relation avec les différents intervenants. On ne peut pas répondre à toutes les questions. Nous allons maintenant passer au troisième et dernier projet, donc un projet qui est à Nantes, l'îlot Mercure, une construction de 168 logements, des places de stationnement et des locaux d'activité. Donc ce soir, nous aurons de nombreux intervenants, le maître d'ouvrage, Giboire, l'entreprise de la réalisation, Léon Gross, les industriels, GCPAT, Guard Industrie. Il y a également BASF qui est intervenu mais qui n'est pas là ce soir. Donc j'ai déjà présenté les GCPAT. Nous aurons Clément Rocheteau qui sera là, qui représente Giboire. Il est responsable de programme pour le groupe Giboire et sa mission est de réaliser le montage et la coordination et le suivi des programmes, de la conception à la passation et à la production. Donc il pourra intervenir, il est présent sur ce projet en tant que maître d'ouvrage. Nous avons également donc Philippe Gosset qui représente GCPAT et Ludovic Guinel, l'entreprise Léon Gross, qui est directeur de travaux tout corps d'État, avec une spécialité en gros œuvres, et qui a participé à la construction de nombreuses opérations pour Léon Gross. Et nous avons aussi Barnabé Weiser, qui est intervenu sur ce chantier, ou qui est en cours d'intervention, puisque le chantier n'est pas terminé. Donc, je laisse la parole à Charles-Henri. C'est un projet qui a été intitulé Folie de Loire. C'était le titre qui est issu du projet urbain organisé par l'agence Formacis à Nantes. On est sur l'île de Nantes, sur la rive sud de l'île de Nantes. C'est un très très beau site parce qu'on a eu cette chance incroyable de pouvoir intervenir vraiment sur la rive elle-même, en premier rang, on va dire. C'est une situation assez exceptionnelle. Et donc, le projet comporte 168 logements en 3 bâtiments, dont 2 bâtiments qui sont ces fameuses folies, qui sont des bâtiments qui s'élèvent un peu en hauteur. Donc, ce sont les 2 bâtiments au centre de l'image. À droite, vous avez un autre bâtiment qui était dessiné par Clément Vergely, qui lui est déjà construit. Et comme on était sur les bords de la Loire, voilà une autre image, donc des 2 bâtiments principaux, et puis un 3e bâtiment que vous devinez en fond, mais qui est en second rang, on va dire. Et comme on était sur les bords de la Loire, forcément, on est très attiré et qu'on était exposé vers le sud. On avait envie de voir le fleuve et de profiter du soleil. Et donc, comme ces bâtiments avaient été dessinés, portaient ce nom de folie avant même d'avoir été dessinés, on a essayé de réagir à cette idée-là. Et on a essayé de travailler sur des plans un petit peu atypiques. Et on s'est retrouvé avec deux dispositifs. L'un, on va dire plus ou moins en triangle avec des angles coupés, et puis un autre en forme d'épi. Et si le bâtiment de gauche, en forme de triangle, avait plutôt un rôle un peu de rotule entre un boulevard et le quai, le bâtiment en épi, lui, était vraiment pris entre 2 autres constructions.
et devait s'orienter, enfin pouvait s'orienter plein sud. Et donc ça lui a donné cette forme un petit peu particulière. On va regarder ça un peu en zoom. Donc là, ça c'est le bâtiment en triangle, où on voit avec cette organisation des logements, avec à chaque fois un logement T3 à l'angle qui bénéficie d'une triple orientation, et un logement T2 au centre, qui lui est mono-orienté, mais à chaque fois ouvert en vue biaise sur le fleuve côté est et ouest, et sur l'autre côté, au nord-ouest, le logement vient un peu en beau window, on va dire, pour aller rechercher des vues latérales et s'ouvrir sur un jardin. Et voilà, et donc le bâtiment dit A2, avec ce plan un peu particulier en épi, permet d'avoir des logements T2 ou T3 qui sont tous systématiquement orientés en direction du sud et de la Loire, avec un grand balcon ou loggia qui est dans le prolongement du salon et qui s'adresse au fleuve. C'était un plan qui n'a pas été simple à mettre au point, et je pense que la maîtrise d'ouvrage nous a beaucoup poussé, parce qu'on avait d'autres propositions, mais l'attrait de la vue pour tout le monde avait remporté l'adhésion de tout le monde, et ça nous a poussé à travailler dans cette direction de plan, mais c'était pas aisé. Voilà. Aujourd'hui, donc c'est un travail, on est en chantier. Donc pour l'agence, c'est un garçon qui s'appelle Alexandre Charbonnier, architecte, qui suit ça. Comme pour les deux autres projets, c'est un travail qui demande énormément d'investissement et d'échanges avec l'entreprise qui est ici, Léon Grosse, qui va participer à la conversation dans quelques minutes. Et voilà, on apprécie beaucoup ces échanges avec les entreprises, parce que on voit qu'en tant qu'architecte, le dessin qu'on produit, il n'a de sens que s'il est constructible. Et donc, par exemple, à l'agence, les gens qui conçoivent les bâtiments, ce sont aussi les gens qui vont suivre les travaux. Parce que je pense que pour bien concevoir, il faut bien construire. Il faut savoir construire. Et donc, voilà, il faut apprendre à faire du chantier pour pouvoir concevoir. Et donc, c'est dans ce travail chantier qu'on apprend aussi, et que c'est dans le dialogue avec l'entreprise qu'on comprend comment, à un moment, on réalise un nœud de dalle en saillie, comment on sait faire un poteau qui vient contre une dalle ou qui traverse une dalle, savoir comment on positionne un joint creux pour qu'il soit une bonne reprise de coulage. Voilà. Et c'est un travail qui ne peut se faire qu'avec les gens qui vont vraiment mettre en œuvre la matière. Voilà, quelques vues. On est sur une des premières loggia qui regarde en direction de la Loire. On devine derrière l'arbre. Et à gauche, le bâtiment de Clément Vergely. Voilà, là, on regarde plutôt la façade nord, qui, elle, donc, ne dispose pas de balcon sur ce bâtiment. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que donc, les deux bâtiments, le bâtiment triangle reste en béton gris, et le bâtiment en forme d'épi, lui, initialement était gris, et puis au fur et à mesure de l'évolution du projet, finalement assez tardivement, on a proposé peut-être de lui trouver, de lui donner un peu de couleur, parce qu'il nous semblait dans un moment où il y avait beaucoup de béton gris déjà, avec et bâtiment. Et donc c'est ce bâtiment-là qui apporte cette lourde responsabilité mais quand l'économie tenue sur le projet, comme vous voulez. Et l'idée, c'était que au départ, serait d'avoir un béton gris à peine teinté, avec quelques kilos de pigments, et puis finalement dans les teintes adaptées, tout en restant dans une économie mesurée. Les éléments à gauche, le épi teinté d'autres, de béton gris. Donc, pas un béton coloré, mais une image du bâtiment gris avec
des grands balcons en porte-à-faux soutenus par des colonnes et on est le résultat du travail qui a été mené par l'entreprise Grosse, des dispositifs de coffrage, de mise en œuvre, qui a un particulier sur le mouillage, les qualités, et on voit que le résultat est conforme voilà, à tout le champ apporté en amont. Juste pour terminer, voilà, c'est une petite chose, c'est le béton bleu. Voilà, on a ce type de choses pour tous les bétons qu'on utilise. Je pense qu'on peut, je pense que c'est important de voir comment le choix de la teinte ici n'est pas une teinte particulière prédestinée et un écho en particulier. C'est un peu des bâtiments en béton gris. On a perdu la connexion. Ouais. Je pense que nous avons perdu Charles-Henri. Il y a peut-être trop de connexions dans son agence en ce moment, je ne sais pas, parce qu'on l'a bien entendu jusqu'à maintenant. Donc, ne vous inquiétez pas, il va revenir. Autrement, nous avons la main sur sa présentation, donc peut-être qu'on peut la montrer le bâtiment avant qu'il ne revienne, et puis éventuellement les intervenants, le maître d'ouvrage, les industriels puissent peut-être parler. On va essayer de vous montrer la présentation de Charles-Henri en attendant qu'il se reconnecte. Bien. Ça arrive. Ah oui, il y a beaucoup de pages. C'est... Voilà, donc Charles-Henri essaie de se reconnecter, donc il ne va pas tarder à revenir. Allô ? Oui, Charles-Henri, nous t'avions perdu. Une chose qui n'arrive jamais, on a une coupure. Nous nous sommes permis de mettre ta présentation. Voilà. Oui. J'arrivais au bout de la présentation, alors je ne sais pas où ça a coupé. Là, on peut remonter encore de 5 ou 6 diapositives, je pense, par rapport à celle-là. Encore. Là, voilà, on en était là. Ah ok, j'ai pas mal parlé dans le vide alors. Voilà. Non, je disais que peut-être je disais que la teinte était arrivée peut-être dans plutôt un second temps et que voilà, la volonté c'était on était dans un environnement qui était beaucoup marqué par du béton gris et en même temps on était tenu par une économie voilà, de projet assez classique, mais on était déjà, voilà, on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais à un moment, on s'est dit, voilà, peut-être on pouvait à peine teinter le gris, c'est-à-dire utiliser un tout petit peu de colorant, de pigment, pour rendre plus chaud le gris d'un des bâtiments. Et puis finalement, dans les tests, on a pu pousser un peu plus la chose et on a obtenu cette teinte ocre qui était peut-être un peu plus marquée que ce qu'à un moment avait été imaginé. Voilà, donc ça, c'est les vues plutôt de la façade nord. Et ensuite, on avait voilà, le rapport entre les deux bâtiments, le bâtiment épi qui est teinté, et le bâtiment
triangulaire qu'on va voir peut-être après. Il y a un rapport entre les deux bâtiments et le bâtiment triangulaire qui, lui, reste en béton gris. Et une dernière photo peut-être, voilà, où je disais que voilà, même si ce n'était pas du béton teinté, je trouvais que c'était intéressant de voir cette photo, notamment pour ces grands balcons qui sont supportés par ces consoles et qui illustrent voilà, le travail qui est mené par l'entreprise Léon Gros sur ce chantier, où il y a énormément d'intelligence et d'ingénierie qui a été développée pour pouvoir réaliser les éléments de coffrage avec des moules extrêmement intéressants qu'on met en place et qu'on retire, et avec un travail sur l'étanchéité qui est extrêmement poussé, sur des procédures pour éviter que l'eau coule sur les façades, sur un nettoyage des façades pendant le coulage, enfin beaucoup de méthodes qui permettent à la fin d'obtenir une très grande qualité de réalisation qu'on devine sur ces photos-là. Une petite précision sur les bétons teintés, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas été nettoyés ou traités, donc on voit encore beaucoup de nuances, mais voilà, quand on avance dans le chantier, ça s'uniformise. Voilà, juste cette petite photo pour terminer l'exposé, qui était voilà, une série des tests qu'on avait fait pour le bâtiment bleu, où vous voyez toutes les nuances de teintes, notamment sur les 3 cubes qui étaient les premiers échantillons qu'on avait réalisés. On voit à gauche, on a ce carré le plus clair qui était une base de ciment blanc avec une certaine dose de pigment. Au milieu, c'est une base de ciment gris avec certainement une dose de pigment à peu près équivalent. Et à droite, une base de ciment blanc avec une dose de pigment plus importante. Et puis les autres tests, c'était voilà, avec peut-être des pigments différents et des bétons en fait, qui n'étaient pas les mêmes formulations. Et on voit comment ça joue sur la teinte, sur l'intensité. On le retrouve quel que soit le coloris. Voilà, peut-être je peux passer la parole à Clément Rocheteau, le maître d'ouvrage pour le groupe Giboire. Merci beaucoup Charles-Henri. Et effectivement, Clément Rocheteau est avec nous. Bonjour à tous. Guinel, voilà, pour Léon Gros. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire entre Nantes et le béton, même s'il est vrai qu'elle se perpétue récemment et dernièrement avec les différentes nominations d'urbanistes qui s'attachent vraiment à mettre en avant le béton. Alors, on a eu Alexandre Chemetov, plus récemment UAPS. Le groupe Giboire, qui est implanté à Nantes depuis les années 90, a su se démarquer à plusieurs reprises en s'entourant d'architectes qui sont vraiment réputés pour leur approche esthétique du béton. On travaille avec Kahn, Chemetov que j'ai cité, Vergely que vous avez cité, Monsieur Tachon. Donc on ne pouvait pas passer à côté d'une collaboration avec Charles-Henri Tachon. Le choix des façades en béton, le moins recouverte possible, c'est le fruit de différentes expériences parfois malheureuses sur des bétons lasurés avec des lasures très opacifiantes, très colorées, et qui faisait vraiment perdre les effets vivants du béton en n'assumant pas réellement son côté brut. Donc, en tant que maître d'ouvrage, c'est vrai que le béton répond bien à nos attentes en termes de qualité, par des process de mise en œuvre, d'encadrement des entreprises qui sont vraiment aboutis et confirmés, et de pérennité par sa bonne tenue dans le temps. Donc, comme l'a rappelé Charles-Henri Tachon, c'est vrai qu'on était initialement sur ce projet en béton gris sur les deux bâtiments, hydrofugés incolores. Et c'est vrai qu'on n'était pas nécessairement favorable au passage en béton ocre, principalement à cause d'une expérience un peu mitigée sur du béton rouge. Et c'est vrai que dans le cadre de l'appel d'offres, des recherches d'économie sur les façades, on a été amené avec Alexandre Charbonnier à repenser un peu le dessin. Donc c'est vrai qu'on a supprimé des éléments de serrurerie par exemple. Et donc dans cette volonté de pas trop appauvrir le bâtiment, ce que vous évoquiez un peu, de lui apporter un peu de chaleur, de vie, voilà, on a vraiment été amené à accepter cette proposition, on ne le regrette pas. Et puis, c'est vrai qu'on a aussi été un peu rattrapé par l'actualité. Les écarts 2020 étant passés par là, il a quand même été très difficile pour nous de décliner la proposition. Sur le choix de la couleur, c'est vrai qu'elle reste sobre et légère, ce qui nous a, nous, en grande partie permis de lever les doutes qu'on avait pu avoir et observer sur des bétons plus colorés, plus chargés en pigments.
On observait parfois des manques d'homogénéité dans la teinte ou des apparitions de zones noires. Et puis ensuite, effectivement, vous le soulignez, on a fait beaucoup de visites avec Léon Gross sur des opérations qu'ils ont pu mener en béton coloré. Ils nous ont présenté ce que j'appellerais vraiment un retour d'expérience sur ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, etc. Et puis, dans les échanges qu'on a pu observer entre l'équipe de Charles-Henri Tachon, l'entreprise, on a vraiment été convaincus. Et puis, un dernier petit point que je pense M. Guinel évoquera plus, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait une centrale foraine nous a aussi convaincus dans la mesure où on avait l'impression que l'entreprise pouvait comme ça réellement contrôler de la meilleure des manières les bétons qui sortaient. Ce qui est peut-être d'ailleurs une vue de l'esprit, hein, on pourra en discuter, mais en tout cas, ça faisait partie, nous, des arguments qui nous ont vraiment convaincus. Merci beaucoup, Clément Rocheteau. Si Ludovic Guinel, qui représente l'entreprise Léon Gross, veut intervenir. Oui, eh bien bonjour. Du coup, le choix de la centrale foraine s'est fait puisqu'on est à la 3e opération d'affilée à réaliser des bétons colorés. Donc, il y a 2 ans, on a fait des logements en BAP blanc, centrale foraine. Comme l'indiquait Monsieur Rocheteau, sur un chantier récent, on a produit également des bétons rouges. Et donc, comme indiqué, c'est vrai qu'on a, nous, le sentiment de mieux maîtriser notre béton, puisqu'aujourd'hui, les bétons colorés sont quand même tributaires de la météo. Donc, selon qu'on va arriver sur un temps plus ou moins humide ou sur des températures plus ou moins fraîches, on sait ajuster les bétons de par la quantité de ciment, de par les adjuvants. Et puis ça permet surtout de pérenniser un peu notre savoir-faire. Et pour l'instant, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui plaît aussi à nos compagnons. Donc voilà. Et j'ai l'impression que dans votre quotidien, ça vous donne aussi une certaine souplesse dans votre organisation sur site. On parlait tout à l'heure du bâtiment bleu où la livraison elle était forcément entre 10h et midi, je crois. L'entreprise était quand même, devait se caler, devait être prête toujours au bon moment. J'ai l'impression que vous avez plus de souplesse comme vous décidez du moment de votre fabrication. Exactement, ouais, vous avez raison. On est, comme sur tous les chantiers, il peut y avoir des aléas dans une journée. Et ce qui est vraiment bien avec la centrale à béton, c'est qu'on n'a pas de contraintes temporelles. Là où sur des chantiers classiques BPE, je dirais que les coulages se font de 7h jusqu'à 17-18h. Nous, pour le coup, on a vraiment la main dessus et on est capable, si jamais la rotation des différents bâtiments dans la journée a changé, de peut-être dire en fin de journée, je vais réussir à caler ce béton ocre. Donc c'est vrai que ça apporte une réelle souplesse. Ensuite, ça divise par presque 2 le nombre de camions, donc ça rend aussi le quartier un peu plus sûr, puisqu'on est dans un quartier assez résidentiel. En termes d'écologie, comme on divise presque par 2 le nombre de camions, ça va forcément dans le bon sens. Donc voilà. Merci beaucoup, Ludovic Guinel. Est-ce que vous souhaitez continuer un petit peu entre vous? Moi, j'avais éventuellement un petit mot. Vous avez des choses à... Oui, un petit mot sur les pigments, enfin sur la nature des couleurs qu'on a utilisées. Déjà, vraiment, j'aimerais saluer le travail qui est mené en ce moment par Léon Gross, parce que vraiment, moi, je fais épater de la méthode qui est mise en œuvre là-bas. Il y a vraiment plein d'astuces et c'est extrêmement satisfaisant, enthousiasmant de pouvoir visiter un chantier où il y a autant d'attention. Juste sur on voit que faire du béton brut teinté, c'est d'abord une question de béton brut avant d'être du béton teinté, la difficulté à mon avis. Mais quand même, la teinte peut être aussi un sujet, notamment parce que la couleur, la pigmentation, on va dire, ne réagit pas forcément de la même manière en fonction des coffrages. Et certains confrères que je connais ont travaillé avec des teintes qui demandaient une association de plusieurs pigments
Et on a pu voir que les pigments ne réagissaient pas forcément pareil dans les banches, notamment avec des banches métalliques sur par exemple des sortes de brins sombres où on avait notamment des pigments noirs mélangés avec des pigments peut-être rouges ou ocre. Et on s'est aperçu que les pigments noirs étaient attirés en surface, il y a une sorte un peu comme une sorte d'aimantation, on va dire, je ne sais pas comment dire. Enfin, il y a une migration des pigments noirs en surface et ça faisait des auréoles assez présentes. Nous, on a toujours travaillé avec des pigments simples, une seule teinte, donc on n'a pas eu cette difficulté-là. Il y en a d'autres quand même, mais ça nous épargne quand même, ça nous simplifie un peu les choses. Oui, c'est vrai que les pigments foncés ont tendance à provoquer ce qu'on appelle des efflorescences, mais c'est vrai qu'à terme, lorsque le béton arrive à maturité, on traite les voiles, on nettoie tout ça et bon, tout ça s'en va avec le temps, hein. C'est vraiment quand le béton est frais, voilà, à l'état jeune, effectivement, ça se voit, mais ça disparaît après. Et puis les protections aident aussi. Je pense que Barnabé peut en parler. Les protections aident aussi à faire disparaître ça. Oui, bah, on est là pour ça. On discute avec Monsieur Guinel, Monsieur Joanneau, et on essaye de voir quelles solutions peuvent être mises en place pour ce très beau projet. Mais c'est vrai qu'après avoir décoffré, il reste quand même un travail sur le nettoyage, sur le soin apporté, parfois un léger ponçage ou pas, parce qu'on s'aperçoit que, par exemple, sur le béton rouge, si vous commencez de poncer et d'enlever vraiment la surface très lisse qui est générée par le béton autoplaçant et ces laitences très très fines, on vient abraser et finalement on perd l'intensité de la couleur et ça fait des taches sombres. On perd ça, donc c'est pas toujours, on fait toujours des tests assez minutieux en amont pour savoir comment on va le nettoyer, parce que forcément il y a toujours un moment des coulures, des choses. Ouais, ça peut modifier effectivement la teinte et l'effet, tout à fait. Mais c'est très. Je me souviens de Daniel Schneider de la RIVP, le directeur général de la RIVP, qui réagissait à cette question du béton teinté. Il disait avec ce béton teinté, vous arrivez à la fois à satisfaire les architectes et leur volonté de béton brut, et finalement le grand public avec un béton qui est devenu acceptable ou même plaisant. Ben, merci beaucoup à tous. Mon président Étienne Tricot, architecte ingénieur, président de l'association Bétocib, puisque nous sommes plusieurs associations à organiser ce trophée béton, Bétocib, Cibéton et la fondation EFB, tenait à féliciter tous les intervenants ainsi que Charles-Henri. Donc je pense qu'il est là, il est avec nous, il va pouvoir dire un petit mot et puis après je vous remercierai chacun. Et je vous annoncerai. Oui, j'ai suivi avec énormément d'intérêt. Je voulais vraiment vous remercier personnellement pour tout ce qui a été présenté. Je dirais qu'il sont rares ces cas où on voit des projets qui sont exposés avec un tel travail collectif du maître d'ouvrage, de l'entreprise, de l'architecte, que je trouve est extrêmement fort et qui n'est pas pour rien dans la réussite et la qualité de ces projets. Par ailleurs, je trouve qu'il y a dans toute cette démarche une intelligence de la matière qui est extraordinaire, qui se niche dans les détails tels que tu les décris, Henri, qui sont extraordinaires, et dans des savoir-faire de compagnons. Enfin, tout ce qu'on aime dans cette construction où on sent à la fois des acteurs impliqués d'un bout à l'autre et des savoir-faire extrêmement pointus, que ce soit dans la conception ou dans la réalisation. Donc un immense merci pour cette très belle démonstration. Et ces 3 projets qui sont absolument magnifiques. Merci encore Charles-Henri.
Merci aux intervenants, Catherine Barbiazan, Alain Bibrac, Vicky Sertic, Marie-Claire Forcada, Maxime Dupil et Philippe Gosset, Ludovic Guinel, Clément Rocheteau, Barnabé Weiser. Nos partenaires également, le ministère de la Culture, la revue AMC, la Maison de l'Architecture en Île-de-France, l'association AAIIA. Donc, comme je vous le disais, nous organisons régulièrement des conférences. La prochaine aura lieu le 24 juin autour de Jean Marvel et de grands architectes pour son dernier livre, son dernier ouvrage pour les BFUP aux éditions Erol, et le lancement de la 3e édition du Trophée Béton Pro qui aura lieu en octobre 2021. Donc, merci à tous. Nous étions nombreux, il y avait plus de 200 inscriptions ce soir, après des connexions à différents moments. Grand succès pour vous tous. Merci encore Charles-Henri. Merci Claire. Et puis, comme je vous le disais, nous pouvons nous retrouver sur YouTube le plus vite possible avec cette conférence. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Et merci. À très bientôt, Claire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Il n'y a rien qui est venu.